Bonjour, je suis Cyril Pujos, membre de l'équipe technique de simulation de Keonis, et ensemble, nous allons aujourd'hui parler d'optimisation topologique avec prise en compte des non-linéarités des modèles. Alors, pour le rappel, nous tenons ce type de webinaire aujourd'hui au rythme d'une fois par mois sur des sujets traitant de la simulation, de la conception ou encore du système engineering à travers des présentations de produits, des démonstrations, des points clés sur de la partie technique. Et bien entendu, vous êtes les bienvenus pour nous solliciter sur des sujets que vous souhaiteriez voir abordés à l'adresse 3dx@keonis.com. N'hésitez surtout pas. Pour compléter tout ça, sachez que nous avons également un site de la simulation dédié à la communauté simulation Keonis, sur lequel vous retrouverez des articles techniques, des tutoriaux, mais aussi les replays de nos webinaires. Donc, ils sont là pour ça, venez les consulter. Et sans plus attendre, partons donc sur le sujet du jour, à savoir l'optimisation topologique. Alors, c'est un sujet qui commence à être connu, ça fait déjà quelques décennies que l'optimisation topologique, on en parle, et on en parle parce que les enjeux économiques et également les enjeux écologiques sont de plus en plus prégnants. Il s'agit bien sûr d'économiser la matière, de limiter la masse, que ce soit pour des problèmes de coût, pour des problèmes de consommation de carburant. Bref, l'optimisation topologique est la méthode qui aujourd'hui est rentrée plus ou moins dans les mœurs et commence à se développer de plus en plus. Un autre élément qui a développé les techniques d'optimisation topologique, ou en tout cas qui a permis à cette technique de prendre son essor, c'est la mise en place de la fabrication additive. Parce qu'elle a permis de fabriquer des solutions de l'optimisation topologique qui n'étaient pas toujours fabricables jusque-là. Alors dans le cadre d'Asso Systèmes, il y a deux solutions pour répondre à ce besoin. C'est d'une part Tosca Structure, qui va être le sujet de ce webinaire, mais également Generative Design sur la plateforme 3D Experience. Alors, Generative Design, soyons très clairs, utilise les mêmes algorithmes que Tosca Structure, mais dans une interface, dans une ergonomie et avec un guide qui rend les choses un petit peu différentes au niveau de l'approche et de la manipulation. Néanmoins, vous retrouverez la puissance de Tosca à l'intérieur de Generative Design, pour peu que vous ayez les rôles associés. Voilà. Alors, le principe de l'optimisation topologique, bien qu'aujourd'hui ce soit une technologie qui soit de plus en plus connue, il est toujours bon de le rappeler. Eh bien, le principe consiste à associer à chaque élément du modèle élément fini sur lequel on va s'appuyer une caractéristique qui va être une pseudo-densité. L'algorithme d'optimisation topologique, il vise à faire varier cette pseudo-densité en fonction des critères d'optimisation. Lorsque la pseudo-densité diminue, lorsqu'elle tend vers 0, on enlève de la matière. Tandis qu'au contraire, lorsqu'elle est à 1, on considère que l'élément est plein et donc effectivement qu'il faut garder cette partie de la matière. L'objectif étant d'évider la matière pour gagner de la masse. À mesure que la pseudo-densité locale baisse, les propriétés mécaniques vont diminuer également. Alors, c'est pas linéaire, vous avez une représentation ici sur l'écran. Et donc, on va modifier de ce fait la répartition des efforts à l'intérieur de la pièce. Vous savez que en mécanique, les efforts vont suivre les chemins les plus raides. Eh bien, dès lors qu'on diminue la pseudo-densité, on diminue la raideur de la pièce et donc les efforts vont avoir tendance à aller circuler ailleurs. Et donc, ça va modifier la répartition des efforts à l'intérieur de tout ça. Et si tout va bien, à la fin, on obtient une structure avec des éléments pleins et des éléments vides. C'est le cas idéal qui est représenté à droite. À gauche est le cas qu'on retrouve un peu plus couramment, avec des éléments gris ici, intermédiaires, qui en fait sont des densités comprises entre 0 et 1 et qui vont poser des questions sur l'interprétation.
qu'est-ce qu'on garde, où c'est qu'on coupe, voilà, puisque qu'est-ce que c'est qu'un élément qui est rempli à moitié de matière? Eh bien, ça pose des problèmes de frontières et d'interprétation. Donc, alors, Tosca, dans ce cadre-là, eh bien, est en concurrence avec d'autres outils et son point fort, enfin, parmi ses points forts, un des points qui est particulièrement important, c'est sa capacité à gérer les non-linéarités. Alors, toutes les non-linéarités, à savoir grand déplacement et grande déformation, donc la non-linéarité géométrique, mais également la non-linéarité matérielle, tenir compte de l'hyperélasticité ou de la plasticité, et enfin le contact qui est souvent nécessaire pour avoir des cas représentatifs des pièces que vous allez utiliser dans un contexte réaliste. Tosca se couple avec plusieurs solveurs éléments finis. Ça, aucun problème avec ça, mais toutes les solutions éléments finis ne permettront pas d'utiliser toutes les options de Tosca. C'est avec Abaqus que vous pourrez utiliser le plus de possibilités et donc obtenir le potentiel maximal de Tosca. Alors, Tosca Structure est en grande partie implémenté dans Abaqus CAE. Dès lors que vous possédez la solution dite des jetons étendus, vous avez la possibilité de lancer Tosca si vous avez assez de jetons. Donc, vous avez directement un module, on le verra tout à l'heure, à l'intérieur d'Abaqus qui contient des menus classiques pour mettre en place l'optimisation et une grande partie des fonctionnalités est implémentée directement dedans, ce qui est évidemment un accélérateur important de prise en main de l'outil. Alors, je voudrais revenir quand même sur un point qu'on entend souvent. L'optimisation topologique, ce n'est pas de la magie. L'optimisation topologique, c'est une technique et elle va s'appuyer sur plusieurs points importants. D'abord, ça s'appuie sur un calcul par élément fini. Donc ça veut dire que déjà, vous comprenez ce que vous faites dans les éléments finis, que vous avez des modèles qui vont avoir les mêmes contraintes que des modèles éléments finis. Il faut qu'ils convergent, il faut qu'ils soient stables, il faut qu'ils soient bien maillés, sinon évidemment il y a des conséquences sur les résultats avec lesquels vous allez travailler. Il faut, puisque c'est de l'optimisation, exprimer de façon claire une fonction objectif et des contraintes d'optimisation. Optimiser, ça ne veut rien dire. Vous optimisez toujours un problème par rapport à une fonction objectif et par rapport à des contraintes d'optimisation. Le choix de votre fonction objectif conditionne la forme de la solution. Le choix des contraintes conditionne également et surtout l'existence de la solution. Il est possible qu'aucune solution ne satisfasse les contraintes que vous avez posées, si vous en avez mis trop ou si vous en avez mis qui sont contradictoires. Donc ça, c'est un point qu'il est important de garder en tête. Quand vous avez un outil qui travaille tout seul, qui optimise sans rien vous dire, c'est qu'il a une fonction objectif et des contraintes qui sont prédéfinies par défaut. Est-ce que ces fonctions correspondent à votre besoin? Eh bien, c'est un point important à identifier. Enfin, les logiciels, chacun des logiciels a des capacités et il faut en connaître les limites. Vous ne pouvez pas nécessairement tout faire. Par exemple, aujourd'hui, il n'est pas possible avec Tosca de faire de l'optimisation topologique sur un cadre dynamique explicite. Voilà. C'est juste pas prévu dans le code. Donc, même si c'est un très bon outil, vous ne pourrez pas faire ça. Alors, pour illustrer un petit peu tout ça, les méthodes, la mise en données, qui est un point important, nous allons nous intéresser à l'optimisation topologique du Necker. Donc, c'est un problème relativement simple, mais qui va nous permettre déjà de mettre en place certains points pour que vous voyez bien comment ça fonctionne. Nous allons d'abord poser le problème, c'est-à-dire essayer de partir d'une définition simple et puis voir comment derrière on va le traduire en termes d'objectifs, en termes de contraintes d'optimisation et ensuite de mise en données. Cette mise en données, on va aller dans le menu et on va regarder les étapes générales de mise en données dans Abaqus CAE. Tosca présente aussi un Tosca GUI, c'est-à-dire sa propre interface, qui est un petit peu moins conviviale, mais très performante, et qui contient bien sûr toutes les options. Ça, c'est l'énorme intérêt. Et enfin,
nous verrons les résultats obtenus et en discuterons un petit peu pour essayer d'éclairer un petit peu ce que nous avons obtenu et se poser quelques bonnes questions par rapport à des résultats d'optimisation topologique. Alors, tout d'abord, posons le problème. Supposons donc que notre problème s'intéresse à une équerre vissée au mur dont on souhaite minimiser la masse. On veut qu'elle résiste à un chargement de 500 newtons selon la direction principale, donc ici c'est la direction verticale. Mais dans un cas réel, la charge est rarement uniquement dans la direction que l'on voudrait. Et donc on se donne une marge, on suppose qu'il y a une force latérale également selon les deux autres directions, donc à savoir ici X et Z, une force de 10%, donc 50 newtons, qui a une composante dans chacune de ces directions. Donc ça, c'est mon cas spécifique et donc je souhaite que mon éprouvette, mon équerre, pardon, soit capable de résister à ce chargement. Alors, les deux premières choses que je vais devoir me poser, c'est d'abord quelles sont mes fonctions objectifs et quelles sont mes contraintes d'optimisation. La fonction objectif ici, elle est relativement facile à voir puisque on a dit que notre objectif, c'était de minimiser la masse. On cherche l'équerre qui va avoir la plus petite masse possible et qui, tout en étant capable de tenir le cas de charge posé. Donc ici, notre objectif va être de minimiser la masse ou bien le volume. Finalement, c'est pareil si la pièce est, contient uniquement un seul matériau. Ensuite, quelles sont les contraintes d'optimisation? Eh bien, la contrainte d'optimisation, c'est la fameuse résistance à ces 500 newtons. Alors là, c'est pas toujours aussi clair que ça. En fait, comment vais-je traduire mon problème? J'ai plusieurs manières de le traduire. Là, j'ai utilisé volontairement le terme de résistance, mais je pourrais tout à fait préférer un critère de rigidité, c'est-à-dire m'intéresser à la valeur de la flèche maximale de la pièce. C'est pas la même chose que de travailler sur les contraintes. On pourrait également travailler sur l'énergie de déformation, qui est une vision, une manière de traduire, on va dire, la raideur globale de la pièce. Chacun de ces éléments va traduire en quelque sorte cette résistance. Parce qu'après tout, ce que je souhaite, moi, c'est que globalement, mon équerre, elle conserve sa forme, elle ne se déforme pas trop, parce que sinon, évidemment, elle ne va plus tenir ce à quoi elle va servir. Donc ça, c'est le premier élément. Alors ici, pour différentes raisons, et notamment pour des raisons de stabilité de la solution, nous allons préférer d'utiliser un critère sur la flèche plutôt que sur l'énergie ou, pire encore, sur les contraintes, qui est le critère que tous les utilisateurs voudraient utiliser. On cherche également à conserver des aspects symétriques de notre pièce. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'elle a une symétrie au démarrage et que je voudrais pouvoir la retourner si j'en ai besoin, que l'erreur de 10%, elle pourrait tout à fait se produire dans une direction comme dans l'autre, et donc il faut que ma pièce soit susceptible de supporter chacun des cas. Donc, pour ces raisons-là, je veux une double symétrie par rapport au plan vertical et par rapport au plan horizontal pour être sûr que mon résultat soit facilement utilisable derrière. Un autre point qui est important, c'est que j'ai deux approches. Je peux travailler directement sur un espace de conception très large où je peux essayer de partir d'une pièce déjà existante. Il faut bien comprendre qu'en optimisation topologique, vu le principe énoncé plus tôt, on va évider un espace. Si on part d'une pièce qui est déjà utilisable et quasi terminée, on a très peu de jeu de manœuvre parce que l'optimisation topologique ne va pas rajouter de la matière. Elle va uniquement en enlever dans l'espace de conception. À partir de là, ce n'est plus possible, on minimise considérablement les possibilités de l'optimisation topologique et on risque d'avoir des gains extrêmement réduits. C'est la raison pour laquelle, vous voyez que ma représentation d'équerre,
elle est très large, elle est volumique. Et j'ai de l'espace pour pouvoir travailler et je vais chercher. On pourrait d'ailleurs contester et dire que globalement, il y a des réductions, il y a des congés étranges, bien sûr. Mais voilà, j'ai des contraintes, je vais prendre celle-ci, mais je ne vais pas simplement partir d'une équerre qui est quasiment hantée et à partir de là, je veux juste essayer de grignoter un petit peu dessus. Je veux de l'espace pour que la solution d'optimisation topologique puisse me proposer un design innovant. Alors, on connaît l'espace de conception et les éléments fonctionnels à conserver. Ici, je veux que mon équerre elle soit vissée et qu'elle soit préserrée. Donc, il me faut effectivement des espaces fonctionnels, c'est-à-dire là où je vais mettre ma vis. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Le matériau est imposé. Ici, c'est de l'acier. Ça n'a pas plus d'importance que ça pour notre exemple. Et les chargements doivent être représentatifs de ce que subira la pièce lors de son utilisation. Dans mon cas présent, on a choisi une charge en disant que c'était la limite qu'on voulait pouvoir supporter. Voilà. Au-delà de ça, on est au-delà des préconisations et donc on ne s'y intéresse plus. Les non-linéarités peuvent être prises en compte lorsqu'elles sont nécessaires. Alors, c'est important de rappeler ça. C'est pas parce qu'un code peut prendre en compte des non-linéarités qu'il faut absolument le faire. Il faut que ça ait un intérêt physique, il faut que ça vous apporte de l'information et de la fiabilité sur votre pièce. Pourquoi? Parce que introduire de la non-linéarité, ça peut entraîner des difficultés de convergence. Vous résolvez des problèmes de contact, eh bien, il arrive que le calcul n'aille pas jusqu'au bout. Le problème, c'est que votre optimisation topologique s'appuie sur la résolution des simulations avec Abacus. Si le calcul ne va pas jusqu'au bout, le processus s'interrompt et dès lors qu'il s'interrompt, eh bien, l'optimisation s'interrompt. Et donc, vous n'irez pas jusqu'au bout. Donc, il faut y penser. C'est à partir du moment où vous introduisez de la non-linéarité, eh bien, il va falloir s'assurer de la robustesse du modèle pour être sûr d'aller jusqu'au bout et jusqu'à son optimisation. Il est donc, à partir de là, très important, avant même de lancer l'optimisation, d'avoir lancé votre modèle et de vous assurer qu'il fonctionne en l'état et que vous n'êtes pas proche déjà d'un régime critique. Si vous êtes très proche d'une instabilité eh bien, vous risquez d'avoir de grandes difficultés pour faire tourner votre optimisation derrière. Dans le problème qui nous intéresse, on a plusieurs choses. On a ici du contact, qui va être la liaison entre le mur et mon équerre, d'accord? Et la non-linéarité géométrique via le préserrage des vis. On aurait pu également rajouter de la plasticité. Avec le cas de charge présent, il se trouve que ça n'a pas beaucoup d'importance. Il aurait fallu mettre de la plasticité très importante pour avoir un écart, sachant que c'est pareil, la plasticité, si vous atteignez un haut seuil de plasticité, qu'est-ce que vous allez générer? Des rotules plastiques, des grands déplacements et l'arrêt du calcul. Donc, tout ça peut être pris en compte, mais en avez-vous besoin? Sinon, ça vaut peut-être pas le coup de s'embêter. Alors maintenant, voyons un peu comment on met en données ce joli modèle. Donc comme je vous le disais, on vérifie tout d'abord que le modèle initial fonctionne. C'est-à-dire que vous avez des résultats fiables sur le volume complet. Ensuite, on va avoir besoin d'un certain nombre de sets, de groupes dans Abacus, l'espace de conception, donc qui est l'espace sur lequel on va travailler, mais aussi ceux sur lesquels on souhaite appliquer des contraintes ou des restrictions géométriques. Dans Abacus, vous avez une interface qui vous permet de sélectionner la géométrie, ce qui est très pratique effectivement pour déterminer ces sets. Donc on va créer une tâche d'optimisation, tout simplement. Donc là, vous allez dans le module optimisation dans Abacus et première opération, Create Optimization Task. Quand vous faites ça, vous choisissez le type d'optimisation à réaliser. Tosca ne fait pas que de l'optimisation topologique, il fait aussi de la shape, du sizing et du bid. Il y a un autre webinaire qui a été fait déjà il y a quelques temps sur notre site. N'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus sur les différentes possibilités de Tosca. Ici, bien sûr, nous choisissons la solution
d'optimisation topologique, c'est elle qui va nous intéresser. Et l'espace de conception. Alors vous pouvez toujours le sélectionner à la main si vous le souhaitez, c'est beaucoup plus simple si vous avez directement créé un set qui contient déjà l'espace que vous voulez visualiser. Ici c'est le cas, c'est la section de mon élément. Alors, je fais un choix ici, je prends la possibilité de prendre l'espace complet, y compris les cylindres correspondant au pas de vis en fait. J'aurais pu faire un groupe où je les enlève. Les deux possibilités existent. Simplement, comme je veux les garder par la suite, eh bien, il me faudra rajouter une restriction géométrique pour dire, OK, ça c'est interdit d'y toucher. Donc on peut aussi travailler de cette façon-là. Une fois que j'ai choisi ma topologie, eh bien, il va me proposer un choix très important sur lequel je ne pourrai pas revenir, à moins de créer une deuxième tâche, c'est de déterminer l'algorithme de résolution de mon optimisation topologique. J'en ai deux. Le principal, le général, l'optimisation générale qu'on appelle généralement algorithme de sensitivity, parce qu'il est basé sur des calculs de sensibilité. A est un algorithme très général dans le sens où il autorise de nombreuses possibilités de fonctions objectifs et de contraintes. Alors nombreuses, ça ne veut pas dire que tout est possible, d'accord. Il y a un certain nombre de variables définies avec lesquelles on va pouvoir travailler. Mais voilà, on a ici la possibilité d'utiliser tout le jeu possible de Tosca. L'optimisation de sensitivity, elle a un défaut en général, c'est d'avoir un certain nombre d'éléments, souvent de pseudo-densité intermédiaire. C'est-à-dire, je vous rappelle, des pseudo-densités dont les valeurs vont varier entre, on va dire, 0,1 et 0,9, où on ne sait pas trop où c'est qu'on coupe ou pas. Voilà. Donc ça, c'est un élément qui est toujours un peu gênant puisqu'il nécessite de plus en plus d'interprétation. Il se trouve que dans les dernières versions de Tosca, et vous le verrez sur les résultats, on est en très nette diminution de pseudo-densité intermédiaire aujourd'hui sur cet algorithme. Et ça, c'est un vrai avantage parce que ça veut dire que vous n'avez plus besoin de prendre des décisions très arbitraires. C'est le code lui-même qui va vous dire non, c'est bon, ça c'est plein, ça c'est pas plein. Enfin, vous avez besoin d'un nombre d'itérations relativement important. En général, sur un problème simple, on est, on va dire, autour de la cinquantaine d'itérations, un petit peu moins. Mais c'est l'ordre de grandeur qu'il faut avoir. En opposition, ou en complément, si vous voulez, on a un autre algorithme dit du contrôleur, appelé condition based, où là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de résoudre tous les problèmes possibles d'optimisation topologique, eh bien, Tosca s'intéresse à un problème spécifique qui est la minimisation de l'énergie de déformation pour une valeur de volume objectif fixée. Par exemple, je veux un volume à 30% du volume initial et je minimise l'énergie de déformation par rapport à cette configuration. Voilà. Donc ça correspond finalement déjà à un problème très générique, mais enfin surtout le problème principal posé dans l'optimisation topologique. Et donc, c'est un algorithme non pas général, mais dédié à ce problème-là. De ce fait, il est souvent très efficace. Alors il est très efficace, il n'a quasiment pas de pseudo-densité intermédiaire et il demande peu d'itérations. On est de l'ordre de la dizaine. Donc c'est très rapide et c'est effectivement très efficace. Alors comme il ne fonctionne pas tout à fait de la même manière que l'algorithme d'optimisation générale, les résultats peuvent varier un petit peu et les deux solutions sont complémentaires en fonction de ce que vous cherchez à faire. Dans ce qui nous intéresse, nous, puisqu'on a dit qu'on voulait notamment limiter la flèche de notre pièce pour limiter en fait enfin, pour contrôler, on va dire, la matière qu'on va enlever, eh bien, nous allons garder un algorithme de type sensitivity. Alors, toujours dans
La tâche d'optimisation, il est un point important lorsque vous vous intéressez à des problèmes non linéaires, notamment lorsque vous allez avoir des grands déplacements ou lorsque vous allez avoir de la plasticité, par exemple. C'est d'initialiser la pseudo-densité à 1, ou en tout cas une valeur élevée. Pourquoi? Parce que la valeur par défaut, c'est 0,5. Ça veut dire que lors de votre premier calcul, vous allez enlever la moitié de la masse de votre système. Mais je vous rappelle que en diminuant la pseudo-densité, vous diminuez aussi la raideur de votre pièce. Et c'est pas linéaire. Ça veut dire que vous allez diviser votre raideur par plus de 2. Ce faisant, vous vous trouvez à ce moment-là dans un cas où votre structure, qui était déjà sur des grands déplacements éventuellement, eh bien, va se retrouver beaucoup moins raide. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes de convergence. Tandis que si vous initialisez à 1, vous partez d'une solution stable. Et ensuite, à vous de contrôler éventuellement la façon dont vous voulez que ça évolue pour que la descente soit progressive et vous permettre d'atteindre des solutions de façon raisonnable. Alors évidemment, souvent, ça implique un nombre d'itérations un peu plus élevé, mais c'est mieux que l'arrêt d'une optimisation en cours parce que votre calcul Abacus n'a pas pu converger. Il est effectivement aussi possible de paramétrer des critères d'arrêt en sensitivity si vous le souhaitez. Alors, une fois qu'on a fait tout ça, que notre tâche d'optimisation est définie, eh bien maintenant, on va avoir besoin de définir ce qu'on appelle les design responses, c'est-à-dire les réponses, les résultats de calcul. Donc là, en fait, quand vous lancez un calcul Abacus, eh bien, vous allez avoir des résultats. Ça peut être des déplacements, des calculs de volume, etc. Et tous ces résultats sont utilisables pour construire les fonctions objectifs et les contraintes. Alors, les variables retenues, comme je vous le disais tout à l'heure, sont limitées en fonction du type d'optimisation et dans tous les cas, ce sont des grandeurs scalaires. Ça, c'est très important. Donc, vous avez une liste, par exemple, ici, de ce qui est proposé. Et quand vous voyez stress, par exemple, eh bien, vous allez avoir des choix. Ça ne va pas être le tenseur de contrainte que vous allez garder, mais une valeur de contrainte particulière. Donc ça aussi, c'est important de le comprendre parce que c'est là-dessus que vous allez établir vos critères d'optimisation. Et donc, en fonction de ce que vous voulez garder, eh bien, ça va être plus ou moins précis. Ici, on va travailler sur le volume, comme je vous le disais tout à l'heure. Finalement, que je travaille sur le volume ou sur le poids, eh ben, finalement, c'est pareil, puisque on n'a qu'un seul matériau. Donc dans ce cas, c'est pareil. Si vous aviez plusieurs matériaux, bien sûr, il faudrait utiliser la fonction weight. Et on va prendre, pour la flèche, l'amplitude du déplacement du nœud d'application de chargement. Alors ça pourrait se discuter, mais en tout cas, globalement, c'est quand même le nœud dans lequel il va y avoir le chargement et sur lequel le déplacement va être relativement important. Donc celui-ci, il est facile à mesurer par rapport à si on avait une étude expérimentale comparative. Donc on va prendre ce nœud-là. Du coup, on réduit, c'est juste un scalaire associé à un seul nœud, pas de problème. Alors, définissons maintenant la fonction objectif. Notre fonction objectif, comme vous le voyez, c'est facile. On suit les icônes en descendant. On est la troisième, create objective function. Je l'ai dit et je le redis, c'est une fonction scalaire toujours, qui peut être une combinaison linéaire de différentes fonctions, mais ça peut être aussi, vous les avez là, pardon. Voilà. On va minimiser ou maximiser ou prendre encore le minimum de réponses de conception. Donc, on va regarder là-dedans. Et dans tous les cas, c'est une optimisation mono-objectif. Même si vous avez plusieurs critères, vous pourriez tout à fait dire je veux minimiser un critère qui aurait à la fois une valeur de flèche et puis en même temps une valeur de volume et puis une contrainte, pourquoi pas. Mais comme vous allez vous-même imposer la pondération, eh bien vous avez bien un seul objectif et c'est à vous
de le définir en fonction de votre besoin. Petit rappel, je vous disais tout à l'heure, même si vous pouvez créer des design response qui sont des design response combinés, eh bien, vous restez soit dans des combinaisons linéaires ou des combinaisons pondérées, soit effectivement sur des différences absolues ou encore des subtractions, mais tout peut s'exprimer de cette façon-là. Donc dans tous les cas, vos fonctions, votre design response ou votre fonction objectif ne s'exprimera toujours que de la façon d'un scalaire obtenu éventuellement comme combinaison linéaire de plusieurs scalaires. Les contraintes. Alors là encore, toujours la même chose, on va définir des contraintes d'optimisation qui sont en sensitivity des contraintes d'inégalité, contrairement au contrôleur où ce sont des contraintes d'égalité. Donc ici, ce qu'on va lui imposer, c'est que la valeur de l'amplitude du déplacement doit rester inférieure à 0,03 mm ici dans mon problème. D'accord? Donc c'est la valeur que je ne veux pas dépasser par rapport à ce qui m'intéresse. Gardez bien en tête que les contraintes définissent le domaine des solutions admissibles. Trop de contraintes peut donc amener à la non-existence d'une solution. Vous aurez ainsi du mal à diminuer à la fois la masse et la flèche, sauf si la flèche est principalement due à la seule gravité. D'accord? Donc là, c'est un exemple qui est très facile à comprendre, mais vous voyez qu'il traite sur des variables différentes. Et de ce fait, on peut ne pas se rendre compte que les effets sont en contradiction et que du coup, on s'interdit l'existence d'une solution. Et à partir de là, le résultat risque de ne pas être très bon. Alors là, je n'en ai défini qu'une, mais bien sûr, je peux définir plusieurs contraintes, hein, c'est pas un souci. Mais là encore, plus j'en ajoute, plus je réduis mon espace de solutions admissibles et plus je risque qu'il n'y en ait plus. Je peux ajouter à cela des restrictions géométriques. J'en ai déjà un petit peu parlé. Dans notre cas, on veut que les surfaces d'application des kinematic coupling correspondant aux vis soient des frozen areas, c'est-à-dire des zones gelées et qui ne seront pas touchées par l'optimisation, bien qu'elles fassent partie de l'espace de conception. On peut également rajouter des plans de symétrie horizontaux et verticaux dans le cas présent, puisque ça correspondait à notre cahier des charges. Enfin, même si dans un premier temps je ne le fais pas, je peux rajouter des contraintes de fabrication, des contraintes dites demold. Alors, ça ne fait pas que du démoulage en fait, mais ça permet, disons, de gérer un certain type de contraintes géométriques pour avoir une direction d'extraction. On a aussi des contrôles, milling control, donc de fraisage, pour prendre en compte des directions de fraisage. Ça permet d'être sûr que par derrière, on pourra effectivement fraiser la pièce en question. On a pour la fabrication additive des contrôles de type overhang, donc des aspects de surplomb pour s'assurer de la fabricabilité de la pièce, et également du RIP design. Alors là, pour le coup, ce n'est pas supporté par l'Abaqus CAE. Donc, mais on y a accès dans l'interface de Tosca. En fonction de la version d'Abaqus que vous utilisez, il est possible que toutes ces fonctionnalités ne soient pas accessibles. Là, j'ai utilisé la dernière version, c'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes en 2022 HF2 pour avoir l'intégralité de tout ça. Alors, voici quelques exemples tirés de la documentation. Vous pouvez les trouver assez facilement sur la documentation en ligne d'Abaqus pour illustrer un petit peu les petites différences. Donc, en haut, nous avons les différentes possibilités avec la contrainte de fabrication de type demold. Et vous voyez qu'il y a des paramètres qui vont définir le plan moyen d'extraction qui peut être effectivement de type estampage, ne pas y en avoir, un simple point ou par définition automatique. Donc là, c'est lui qui fait les choix par rapport à ça. À gauche, vous avez un résultat issu avec une restriction géométrique de type fraisage, milling, donc avec les directions de perçage qui sont assurées pour pouvoir effectivement faire les vis. On a également ici le overhang pour regarder un petit peu comment ça marchait avec la valeur par défaut
et éventuellement en le combinant avec le support pour avoir une forme plus utilisable. Et le RIP Design qui est à droite. Voilà, pour vous donner une idée un petit peu de ce que l'on peut trouver dans ce type de solution. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut créer le job d'optimisation. Pour ça, pas très compliqué, hein, on va dans la partie job et on génère son job d'optimisation. On choisit la tâche que l'on vient de définir, on l'associe à un modèle, le modèle élément fini avec lequel on a travaillé, et ensuite on va spécifier le nombre de cycles dont on veut garder les données. Là, par exemple, par défaut, ici, c'est uniquement le dernier, mais si vous voulez étudier un petit peu, des fois, il vous faut plus de points que ça. Donc ça, c'est à vous de voir combien vous voulez en garder. C'est une question importante. C'est une question qui va peser sur vos ressources informatiques. Si votre calcul élément fini génère un ODB de 1 giga et que vous avez 50 itérations et que vous les gardez tous, à la fin, vous avez 50 gigas de données. 1 giga, c'est pas toujours beaucoup. Ça dépend les modèles avec lesquels vous travaillez. Donc ici, se poser des questions de maillage est important. Il me faut un maillage adapté suffisamment fin pour la partie optimisation topologique, mais il me faut un maillage qui soit pas inutilement gourmand, parce que sinon je vais le payer cher en temps de calcul. N'oubliez pas que vous multipliez votre temps de calcul par le nombre d'itérations que vous allez avoir. Si vous avez un calcul qui dure 1 heure et que vous en faites 50, vous êtes bon pour 50 heures, plus les temps de calcul de sensibilité entre les deux. Et de même, vous allez avoir l'espace de calcul. Donc ça, ce sont des éléments qu'il faut bien garder en tête lorsque vous faites de l'optimisation. Une fois qu'on a choisi tout ça et qu'on lance notre optimisation classiquement, eh bien, l'écriture du job va générer 2 fichiers, un fichier point par qui correspond aux paramètres de l'optimisation, qui porte le nom du job. Donc ici, mon job d'optimisation s'appelle optim, donc ça génère optim.par. Et mon modèle Eker va avoir un INP correspondant qui s'appelle nom du modèle optim-job.inp. Voilà. Et ça va me permettre de lancer directement le modèle. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Lorsque le calcul se lance, vous allez avoir une création de répertoire. Donc, il va y avoir un premier répertoire du nom du job d'optimisation qui va se créer dans votre current directory. Et à l'intérieur de ce répertoire, vous allez trouver l'arborescence que vous avez ici. Donc, vous allez avoir une sauvegarde de tous les points date, INP, MSG, ODB, .sta des différents modèles que vous allez lancer, ainsi que des fichiers .onf. Les ONF contiennent les pseudo-densités, qui ne sont pas des résultats classiques dans Abacus, mais qui sont exploités par Tosca. Une fois que le calcul est fini, que tout s'est bien passé, que vous allez jusqu'au bout, eh bien vous allez combiner ces différents résultats pour créer en fait un seul fichier qui va vous permettre de regarder l'évolution de la solution. Vous pouvez sélectionner soit un seul process, soit tous les cycles et sélectionner les variables supplémentaires que vous voulez garder. Par exemple, dans le cas présent, ça m'intéresse d'avoir copen et cpress pour regarder comment le contact va se comporter dans la zone. Si je n'ai que la contrainte et le déplacement, je n'aurai rien à la fin. Par contre, ça veut dire que mon fichier résultat sera évidemment plus important. Par défaut, vous aurez toujours la partie densité, pseudo-densité, on va dire, normalisée, hein, qui va vous permettre de savoir justement ce que vous avez appliqué et de déterminer ainsi la forme de la pièce. Une fois que vous avez fait cette opération de combinaison qui est relativement rapide, vous allez pouvoir visualiser les résultats comme d'habitude. Alors, pendant l'optimisation, vous avez des moniteurs qui vous permettent de suivre l'évolution de la solution et vous pouvez par exemple suivre l'évolution de la fonction objectif et des contraintes d'optimisation. Dans le cas présent, la fonction objectif, c'est la partie bleue. Vous voyez, c'est la minimisation du volume. Cette minimisation du volume, elle va descendre jusqu'à 9,7%. C'est-à-dire qu'on a
diviser le volume globalement par 10. Alors, là aussi, hein, la précision de la distribution du volume ou de la masse va dépendre de la discrétisation de votre pièce. Plus votre maillage est fin, plus vous pourrez aller précisément sur les gains ou les pertes de masse, puisque vous allez enlever, entre guillemets, de la matière élément par élément. On voit aussi que la flèche, comme attendu, va venir plafonner à la valeur limite, puisque c'est ce qu'on lui a demandé de ne pas dépasser. Par défaut, eh bien, il va essayer de s'accrocher à ce point-là. On obtient alors la pseudo-densité. Donc ça, c'est le résultat qui va vous donner la forme. Automatiquement en visualisation, Abaqus applique une coupe à 30%, qui vous donne la vue du dessus ici, où vous voyez des éléments bleus. Ici, dans le cas présent, j'ai volontairement déplacé le curseur de 0,3 à 0,7 pour regarder comment ça se passe. Et vous voyez que globalement, il n'y a pas grande différence. Et donc toujours très peu d'éléments jaunes, verts, qui sont les éléments de pseudo-densité intermédiaire qui nous embêtaient en fait hein, pour l'interprétation, et qui va nous permettre d'avoir la forme générale ici. Donc on voit bien que dans ce cas-là, il y a très peu d'éléments de pseudo-densité intermédiaire, ce qui encore une fois est beaucoup plus simple. Ça veut dire que on a vraiment la limite correspondant à une pièce bien définie. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour la retravailler par la suite. Alors, je reviens juste dessus pour une petite remarque. On voit par exemple ici que les congés initiaux qui étaient sur ma pièce de départ, ils sont conservés. Ça, c'est important de le noter. En fait, la géométrie initiale que vous allez choisir va avoir un impact sur la solution. C'est aussi pour ça que j'ai imposé ces congés, pour regarder un peu comment ça se passe. En faisant d'autres tests, voici par exemple un test sur une pièce plus épaisse, avec un algorithme de type contrôleur, on obtient des choses différentes. Et vous voyez ici, par exemple, que là où j'avais des angles droits, eh bien, je les ai conservés parce que je ne peux pas rajouter de matière. Et donc, en termes de transition, il aurait voulu, lui, créer un congé, mais il ne peut pas le faire avec cette découpe. Donc, l'espace de conception, il faut y réfléchir parce qu'il influe sur le résultat. Alors, vous pouvez être très contraint par l'espace extérieur ou vous pouvez avoir simplement trop simplifié votre espace de conception. Notez toutefois que la forme avec des boîtes cubiques, peut-être qu'il aurait fallu en rajouter, faire des choses un peu plus complexes en découpe, mais les boîtes cubiques vous permettent pour le coup d'avoir un maillage extrêmement régulier et de très bonne qualité, tandis que mes congés m'obligeaient à avoir des éléments moins propres, justement au niveau des congés. Donc, il y a des avantages et des inconvénients à chacune de ces méthodes et il faut en tenir compte pour les résultats que vous allez avoir à la fin. Alors, les contraintes qui sont l'obsession de tout calculateur, les contraintes vont apparaître à travers les propriétés mécaniques. Mais malheureusement, elles sont modifiées par l'évidement de la matière. Donc quand vous avez des pièces qui ne sont pas complètement pleines, ou 0,8 ou 0,5, eh bien la matière qui calcule, elle passe. Mais dans votre modèle, vous avez toujours un élément complet. Il a juste une raideur moindre. Donc il faut se méfier un petit peu des contraintes qui sont données par ce calcul-là. Vous pouvez les regarder à titre interrogatif, mais tant que vous n'avez pas remaillé votre pièce, remaillé le résultat final et relancé un calcul avec les mêmes conditions, vous n'avez qu'un ordre de grandeur. Les contraintes que vous avez ne sont pas très fiables. C'est là aussi une raison, une bonne raison, de ne pas faire trop d'optimisation sur des contraintes d'optimisation de type contrainte mécanique. Parce que vous voyez qu'effectivement, le résultat risque d'être difficile à interpréter. Je vous ai parlé de l'intérêt du contact. Donc voilà un petit peu des résultats en termes de C-open, C-press, donc pression de contact et distance de contact. On voit le décollement qui apparaît et qui n'apparaîtrait pas si vous aviez un collage. Et un simple collage, du coup, ferait que vous n'auriez pas la même répartition et donc vraisemblablement pas la même optimisation. Au niveau des contraintes de fabricabilité, j'ai fait les tests avec des contraintes par défaut. Voici par exemple le demold par défaut. Vous voyez à gauche que c'est pas forcément très réussi. Peut-être que j'ai pas choisi la bonne direction de plan
ou il y a d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer pour améliorer le résultat. Donc, ça aide, ça oriente, ils existent ces paramètres par défaut, mais il faut aussi que vous les validiez avec votre expérience et surtout la vraie connaissance du process que vous allez utiliser parce que c'est votre compétence en interne dans votre entreprise. Ça, il faut bien le garder. Ici, c'est l'overhang à droite, hein, par défaut, qui donne déjà des choses un peu plus raisonnables par rapport au motif initial. Vous n'avez pas de boucle fermée, tout est rempli. Donc c'est un peu plus simple, effectivement, à construire. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez extraire le nuage de points depuis le Job Manager. Alors vous avez plusieurs formats, des formats IGES, des formats STL. Vous pouvez même sortir un fichier Abacus input file. Ce fichier, il est maillé, c'est comme du STL, c'est-à-dire que vous n'êtes maillé qu'en tétra. Vous n'avez plus rien, vous n'avez plus les définitions de matériaux, de groupes, etc. Donc là aussi, c'est des manières de travailler. C'est pour ça que certains, par exemple, vont garder les zones fonctionnelles, les séparer, et les coller avec du taille, et du coup, à la fin, ils vont récupérer la partie sur laquelle ils ont optimisé et la recoller sur ces surfaces pour pouvoir aller beaucoup plus vite dans le test de validation, parce que la mise en données sera quasiment faite. Donc ça aussi, il faut y penser en termes de formation. Vous avez voilà, différents algorithmes pour avoir quelque chose de plus ou moins lisse, etc. Sachant que derrière, si vous voulez vraiment quelque chose de propre, il faudra passer par une phase de reconstruction géométrique avec les outils iDouane. Donc là, c'est CATIA, par exemple, et ce qui est souvent utilisé, c'est le module Imagine and Shape, qui permet d'avoir des formes justement très souples ou organiques, comme on peut le chercher sur ce type de solution. Voilà, globalement ce qu'on peut présenter en aussi peu de temps, et déjà j'ai été très long. Donc ce qu'il vous faut retenir absolument, c'est que Tosca Structure permet de faire de l'optimisation topologique en prenant en compte les non-linéarités, quasiment toutes les non-linéarités. Donc ça, c'est très important dès lors que vous en avez besoin. Par ailleurs, la Abacus CAE, notamment en topologie, permet d'avoir accès à beaucoup de choses. Donc ça va être pris très facilement en main pour les utilisateurs d'Abacus. Enfin, l'optimisation topologique nécessite des compétences. Ce n'est pas magique pour obtenir un résultat exploitable et de qualité. Ici, nous nous sommes intéressés qu'à la partie topologie. Très souvent, après, ce qui est bien, c'est de faire également une optimisation de type shape pour adoucir les contraintes le long des bords. Donc ça aussi, c'est un point important. Alors, on vous rappelle que l'équipe de Keonis, l'équipe technique notamment dont je fais partie, est là pour vous conseiller, vous aider, apporter du support technique et également vous former sur ces différents outils. Donc n'hésitez pas à faire appel à nous, nous sommes là pour ça et pour que ensemble, eh bien, nous puissions vous aider à atteindre vos objectifs et à réaliser de beaux projets dans le monde de la simulation numérique. Alors, il y a évidemment des formations qui sont associées à ce type de solution. Vous avez l'introduction à Tosca Structure. Vous avez également une formation spécifique sur la partie non linéaire, où là, on va rentrer dans les réglages, hein, les paramètres de l'optimisation pour traiter justement le non linéaire. J'ai fait quelques allusions, quelques explications sur des points sur lesquels il fallait faire attention. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin que ces retours rapides. Et vous avez la solution 3D Experience avec Generative Design qui, là, pour le coup, contient également une formation sur la reconstruction. Si vous n'utilisez pas la plateforme 3D Experience et que vous vouliez utiliser Tosca en dur, il existe bien sûr des formations sur CATIA, que ce soit CATIA Essential, mais aussi la partie Imagine and Shape, si vous en avez besoin pour faire de la reconstruction efficace. Voilà, et bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez surtout pas à nous les envoyer à 3dx@keonis.com et nous tâcherons d'y répondre dans les plus brefs délais. N'hésitez pas non plus à nous solliciter sur des sujets qui vous intéressent pour que nous puissions vous proposer des webinaires de qualité et qui vous seront directement utiles.
Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.